Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Le grand chef de guerre de la tribu Apache, une figure légendaire connue et crainte dans toute la région sous le nom redoutable de Lobo Negro, dont la seule présence suffisait à imposer un silence respectueux, fixa intensément Maverick avec un regard d'obsidienne, sombre et perçant, qui semblait capable de lire les secrets les plus enfouis de l'âme humaine, avant de prononcer un ultimatum d'une gravité absolue qui résonna comme le verdict implacable d'un juge suprême dans le silence écrasant. Poussiéreux et vibrant de chaleur du désert brûlant, demandant d'une voix rauque, profonde et autoritaire si l'étranger acceptait de prendre sa fille pour épouse légitime devant les esprits et les hommes ou s'il préférait quitter ces terres sacrées immédiatement, sans délai et définitivement, pour ne jamais avoir l'audace d'y remettre les pieds sous peine de mort. Maverick, un vacro solitaire aux vêtements usés par les longues années de voyage et couvert de la poussière blanche et tenace de la piste, qui était arrivé à peine une heure plus tôt dans ce campement reculé et hostile avec l'espoir naïf mais profondément sincère d'acheter quelques modestes arpents de terre pour s'y établir enfin après une vie entière d'errance et de solitude, sentit le monde s'arrêter brusquement autour de lui, le temps se figer dans une éternité d'incertitude, et son cœur manquait un battement douloureux dans sa poitrine, car il ne désirait rien de plus au monde qu'un simple morceau de terre fertile le long de la rivière sinueuse pour y bâtir une modeste maison en bois et y trouver la paix, et certainement pas un mariage forcé et précipité avec une inconnue dont il ignorait tout. Il retira lentement son vieux chapeau de feutre, révélant ses cheveux collés par la sueur de l'angoisse et de la chaleur, et, cherchant désespérément ses mots face à cette situation impossible, avoua d'une voix hésitante et respectueuse qu'il ne comprenait pas cette exigence soudaine et étrange, expliquant avec humilité qu'il était venu uniquement pour proposer une transaction commerciale honnête, argent contre terre, et non pour chercher une épouse ou des complications. Cependant, Lobo Negro, un homme à la carrure impressionnante et intimidante, dont les longs cheveux argentés étaient soigneusement tressés avec des lanières de cuir et dont le torse large et musclé était marqué par de nombreuses cicatrices profondes et anciennes racontant des décennies de batailles sanglantes et héroïques pour la survie de son peuple fier, croisa ses bras puissants sur sa poitrine en signe de refus catégorique et inébranlable, déclarant fermement que les terres ancestrales, baignées du sang des ancêtres, n'étaient pas à vendre aux étrangers avides qui ne respectaient pas les traditions sacrées, mais précisant avec une lueur de défi dans les yeux que si Maverick acceptait de rejoindre leur famille par le sang, l'esprit et l'alliance sacrée du mariage, alors ces terres tant convoitées et fertiles deviendraient les siennes en héritage légitime pour toujours. Maverick laissa son regard errer avec une inquiétude croissante autour du campement Apache, observant les nombreuses tentes coniques en peau de bison peintes de symboles mystiques complexes représentant les éléments et les animaux totems, et la vie quotidienne qui s'y déroulait sous le soleil de plomb, se rappelant avec une amertume froide qu'il avait atteint ce lieu isolé et dangereux après 3 longues, pénibles et épuisantes journées passées à chevaucher sans relâche à travers les étendues hostiles et arides du désert, et se souvenant également avec une clarté terrifiante des avertissements paniqués qu'il avait reçus au village précédent où les habitants lui avaient dit, les yeux écarquillés par la peur superstitieuse, de ne jamais, au grand jamais, s'aventurer sur le territoire impitoyable de Lobo Negro car personne, absolument personne, n'en revenait jamais vivant pour raconter son histoire. Pourtant, Maverick était un homme têtu et résilié qui n'écoutait pas les avertissements basés sur la peur ou la superstition, car cela faisait 5 longues, interminables et pénibles années qu'il cherchait désespérément un endroit où poser ses valises et reposer son âme fatiguée, travaillant comme une bête de somme du matin au soir dans des ranchs qui appartenaient à d'autres hommes plus riches, dormant chaque nuit sur le sol dur et froid sous les étoiles indifférentes sans jamais avoir de véritable foyer chaleureux à appeler le sien. Et maintenant, face à lui, ce chef guerrier énigmatique et puissant lui offrait sur un plateau d'argent exactement ce qu'il cherchait depuis si longtemps, le rêve de sa vie, mais avec une condition qui semblait totalement impossible à accepter pour un homme sensé et libre. Maverick demanda avec une prudence extrême et diplomatique s'il pouvait au moins avoir le privilège et le droit élémentaire de rencontrer la fille avant de prendre une décision aussi irrévocable qui scellerait son destin à tout jamais, mais Lobo Negro refusa catégoriquement en secouant la tête avec un visage de marbre impénétrable, ses yeux sombres brillant d'une lueur indéchiffrable et mystérieuse, expliquant d'un ton glacial et sans émotion que sa fille ne parlait jamais aux étrangers, qu'il soit, et qu'elle portait un voile épais et opaque en permanence pour cacher son visage aux yeux inquisiteurs du monde parce qu'elle était laide, la créature la plus disgracieuse et repoussante de toute la tribu, et que c'était pour cette raison précise et douloureuse que personne ne voulait d'elle et qu'elle devait porter ce voile jour et nuit, comme une malédiction, pour dissimuler sa honte et son apparence monstrueuse. Les guerriers apaches farouches qui entouraient Maverick, leurs mains crispées nerveusement sur les manches de leurs lances acérées prêtes à frapper, baissèrent les yeux vers le sol poussiéreux, visiblement mal à l'aise, honteux et gênés par cette conversation humiliante, et certaines femmes qui travaillaient dur à tanner des pots et à préparer la nourriture à proximité commencèrent à chuchoter entre elles en jetant des regards furtifs, lourds de pitié et de sous-entendus vers l'étranger piégé.
Ce qui provoqua chez Maverick un nœud douloureux et serré à l'estomac car il était venu chercher de la terre pour construire un avenir lumineux et non une épouse qu'il n'avait même pas le droit de regarder, une femme rejetée par les siens. Avec tout le respect diplomatique et la courtoisie qu'il pouvait rassembler face à une telle menace latente, Maverick commença à dire d'une voix calme qu'il ne cherchait pas à se marier, que ce n'était pas son intention, mais Lobo Negro l'interrompit brutalement d'une voix ferme, tonitruante et tranchante comme un couteau de guerre, lui ordonnant de partir maintenant, immédiatement, sans discuter, et de ne jamais revenir sous peine de mort violente, ajoutant d'un ton menaçant et sombre que ses meilleurs et plus féroces guerriers s'assureraient personnellement qu'il garde ses distances, une menace à peine voilée qui fit frissonner le cow-boy malgré la chaleur étouffante du désert. Maverick regarda les 3 guerriers menaçants et silencieux qu'il avait escortés jusqu'ici, leurs lances brillant dangereusement sous le soleil aveuglant de midi, et réalisa avec une lucidité effrayante qu'ils n'étaient absolument pas en position de négocier, de discuter ou de fuir. Cherchant désespérément à comprendre la logique cachée derrière cette offre étrange et désespérée, il demanda pourquoi le chef faisait cela, pourquoi il lui offrait cette opportunité unique et précieuse à lui, un simple vacher de passage sans nom et sans fortune. Lobo Negro laissa échapper un long et profond soupir qui semblait porter le poids écrasant du monde et des années de souffrance, et, pour la toute première fois, Maverick crut voir quelque chose de différent, d'humain, dans ses yeux durs habitués à la guerre et à la mort, peut-être une immense fatigue accumulée ou une profonde et déchirante douleur paternelle qu'il tentait vainement de dissimuler derrière son masque de chef impassible, alors que l'homme expliquait que sa fille méritait une chance, une seule vraie chance de vivre dignement, car elle avait vécu 5 longues années de solitude absolue, cachée comme une bête, rejetée et insultée par des gens cruels et ignorants qui ne la connaissaient même pas, ajoutant avec une certaine admiration réticente que Maverick était le premier homme depuis des années à venir ici, dans ce repère de guerrier, sans montrer de peur dans ses yeux et avec une honnêteté évidente et désarmante dans son attitude, ce qui disait quelque chose d'important, de rare et de précieux sur son caractère et son âme. Maverick serra nerveusement les bords usés de son chapeau entre ses mains calleuses et tremblantes, pleinement conscient que la décision qu'il allait prendre dans les secondes à venir changerait le cours de sa vie pour toujours, sans retour possible, et il pensa avec une mélancolie poignante aux années passées à errer sans but sur les routes poussiéreuses, aux nuits solitaires et froides à se demander s'il posséderait un jour quelque chose qui lui appartiendrait vraiment, un foyer où il pourrait enfin poser sa tête en paix. Finalement, poussé par un mélange complexe de désespoir, de curiosité et d'espoir fou, il demanda quand aurait lieu la cérémonie, et un murmure de stupeur incrédule parcourut tout le campement comme une onde de choc électrique, tandis que les guerriers échangeaient des regards de surprise totale et de confusion. Lobo Negro arqua un sourcil, visiblement surpris lui aussi par cette acceptation inattendue et courageuse, et répondit que la cérémonie se tiendrait dans 3 jours, au moment précis et sacré où le soleil toucherait l'horizon pour laisser place à la nuit, ce à quoi Maverick répondit simplement, d'une voix qui se voulait ferme, qu'il acceptait le marché, les mots sortant de sa bouche presque involontairement avant qu'il ne puisse les peser complètement, mais il savait au plus profond de lui qu'il était trop tard pour se rétracter et qu'il avait scellé son destin. Les guerriers commencèrent à parler entre eux avec agitation dans leur langue gutturale et rapide, certains semblant impressionnés par le courage suicidaire ou la folie de l'étranger, d'autres confus par sa décision incompréhensible, tandis qu'un des anciens de la tribu, un homme sage au visage parcheminé par le soleil et les années, secouait la tête négativement avec un air grave et sombre, comme si Maverick venait de commettre une erreur fatale, tragique et irréversible qui le mènerait à sa perte. Lobo Negro dit lentement, pesant chaque mot, que c'était d'accord et qu'il lui fournirait une tente confortable pour ses 3 jours d'attente et de préparation, conseillant au cow-boy avec un sérieux inquiétant de se préparer spirituellement et mentalement car sa vie était sur le point de basculer vers l'inconnu total. Alors qu'un jeune guerrier silencieux et respectueux le guidait vers une petite tente isolée au bord du campement, loin des regards curieux, Maverick profita de ce moment de calme relatif pour observer attentivement les lieux, notant les détails fascinants de ce monde nouveau, les tentes de peau magnifiquement décorées de symboles ancestraux colorés racontant l'histoire de la tribu, les feux de camp qui envoyaient de fines lignes de fumée grise vers le ciel bleu azur infini, et les enfants rieurs aux cheveux noirs qui jouaient à cache-cache avec insouciance parmi les rochers rouges sculptés par le vent, et c'est à ce moment précis, alors que le soleil commençait à baisser et à peindre le ciel de couleur chaude, qu'il la vit pour la toute première fois, une silhouette solitaire, mystérieuse, presque fantomatique et irréelle, debout près d'une tente lointaine, entièrement recouverte d'un long et lourd voile blanc opaque qui tombait du sommet de sa tête jusqu'au sol poussiéreux, ne laissant absolument rien deviner de la personne en dessous. On ne pouvait rien voir d'elle, pas le moindre trait de son visage, pas la couleur de sa peau, ni ses mains, ni même la forme de son corps sous les multiples couches de tissu protecteur, c'était elle, Pajaro de Plata, l'oiseau d'argent, la fille maudite. Elle ne bougea pas d'un millimètre,
restant aussi immobile et silencieuse qu'une statue de sel ou une apparition, mais Maverick sentit physiquement, presque douloureusement, le poids intense de son regard sur lui, comprenant instinctivement qu'elle l'observait attentivement à travers l'épaisseur de ce voile impénétrable, l'étudiant, le jugeant peut-être, ou espérant simplement un miracle. Maverick s'arrêta un instant, la regardant depuis la distance respectueuse qui les séparait, fasciné et intrigué par ce mystère vivant, et voulut dire quelque chose, crier, ou peut-être lever la main en signe de salut amical pour montrer qu'il n'avait pas peur d'elle malgré les rumeurs terrifiantes, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge sèche et serrée. Le guerrier le poussa doucement mais fermement vers sa tente pour qu'il continue d'avancer et ne s'attarde pas, et Maverick obéit à regret, mais il ne put s'empêcher de tourner la tête une dernière fois vers la figure immobile au voile blanc qui restait là, seule, l'observant s'éloigner dans le crépuscule naissant. À cet instant, une question brûlante et obsédante traversa son esprit comme un éclair fulgurant dans la nuit noire de ses pensées. Qui avait-il réellement sous ce voile mystérieux et effrayant? Était-elle vraiment aussi hideuse, déformée et repoussante que tout le monde le prétendait avec tant de certitude et de dégoût, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus complexe, de plus humain et peut-être de tragique dans cette histoire étrange? Le soleil continuait sa lente descente majestueuse vers les montagnes pourpres et déchiquetées à l'horizon, teignant le vaste désert de nuances violentes et magnifiques d'orange, de rose et de rouge sang, et Maverick savait avec une certitude absolue et inébranlable que dans 3 jours, ce voile serait enfin levé devant tous et qu'il découvrirait la vérité nue, quelle qu'elle soit, belle ou horrible, divine ou monstrueuse. Il entra dans la tente sombre et fraîche qui lui avait été assignée et s'assit lourdement, épuisé, sur les peaux de bêtes odorantes et douces qui servaient de lit, touchant machinalement et avec ironie la bourse de pièces lourdes attachée à sa ceinture de cuir, réalisant avec une amertume mordante qu'il était venu ici pour acheter de la terre avec de l'argent sonnant et trébuchant, comme un homme d'affaires, mais qu'au lieu de cela, il allait l'acquérir par le biais d'un mariage, un sacrement. Sacré, un mariage arrangé avec une femme qu'il n'avait jamais vue et que tous, sans exception, appelaient la plus laide et la plus maudite de la tribu, une femme enveloppée de mystère, de honte, de solitude et de rejet. Maverick ferma les yeux et prit une profonde inspiration pour tenter de calmer le tourbillon incessant de ses pensées anxieuses, sachant pertinemment qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible car il avait donné sa parole d'homme devant le chef et qu'un homme d'honneur ne brisait jamais sa promesse, quelles que soient les conséquences ou le prix à payer, mais au fond de sa poitrine, là où battait son cœur, il sentit naître un sentiment étrange et nouveau qui n'était pas de la peur, mais plutôt une forme d'anticipation nerveuse, électrique et inexplicable, se demandant quel secret inavouable pouvait bien cacher ce voile blanc immaculé. La nouvelle de son acceptation incroyable et choquante courut comme une traînée de poudre portée par le vent rapide du désert jusqu'au village voisin, où les gens s'exclamaient avec incrédulité, rire et moquerie que le nouveau cow-boy, l'étranger solitaire, allait épouser une Apache, et pas n'importe laquelle, mais Pajaro de Plata, la fille maudite et monstrueuse du chef Lobo Negro, celle qui portait le voile de la honte éternelle. Le lendemain matin, après une nuit agitée peuplée de rêves étranges, Maverick décida de retourner au village pour acheter des provisions nécessaires avant la cérémonie fatidique, ayant besoin de vêtements propres pour le mariage afin de faire bonne figure devant la tribu, d'un peu de nourriture fraîche et peut-être d'un cadeau symbolique et délicat pour sa future épouse inconnue. Mais dès qu'il descendit de son cheval fatigué devant le magasin général en bois blanchi par le soleil, il sentit peser sur lui les regards lourds, insistants, curieux et chargés de jugement des habitants qui chuchotaient sur son passage comme des vipères. Le propriétaire du magasin, un homme corpulent au tablier sale et taché nommé Thomas, le regarda avec des yeux écarquillés par la stupeur en s'essuyant les mains sur un torchon graisseux et demanda si c'était vrai ce que l'on racontait partout dans la région, s'il allait vraiment avoir l'audace et la folie d'épouser la fille de Lobo Negro. Maverick confirma calmement, sans ciller, que c'était la vérité absolue tout en examinant des chemises en coton sur le comptoir usé. Thomas siffla doucement entre ses dents cariées et déclara avec conviction que Maverick était fou, complètement fou, inconscient et suicidaire, expliquant avec force, geste et une expression d'horreur que personne n'avait vu cette femme depuis des années et qu'elle portait ce voile jour et nuit sans jamais l'enlever parce que son visage était horrible, une abomination de la nature, un cauchemar vivant, et que c'était pour cela qu'elle se cachait du monde et de la lumière. Maverick paya ses chemises sans prendre la peine de répondre à ces médisances cruelles, car il n'avait aucune intention de discuter avec quelqu'un qui ne connaissait même pas Pajaro de Plata et ne faisait que colporter des rumeurs malveillantes et venimeuses. À l'extérieur du magasin, sous le soleil écrasant et aveuglant de midi, un groupe d'hommes désœuvrés et curieux s'était rassemblé, et parmi eux se trouvait Sam, un cow-boy avec qui Maverick avait travaillé durement l'année précédente dans un ranch près de la frontière mexicaine. Sam tenait une bouteille d'alcool bon marché à la main et avait le visage rouge, bouffi et transpirant. Il appela Maverick en criant qu'il devait parler d'urgence, ici et maintenant, avant qu'il ne commette l'irréparable.
Maverick s'approcha tout en attachant ses achats à sa selle de cuir usé et salua son ancien camarade avec une retenue polie. Sam, visiblement agité, anxieux et éméché, le prit par le bras avec une insistance maladroite et lui dit qu'il avait entendu ce qu'il s'apprêtait à faire, le suppliant presque les larmes aux yeux de lui dire que c'était un mensonge, une mauvaise blague, une rumeur fausse. Quand Maverick confirma avec sérieux que c'était réel et décidé, Sam secoua la tête avec un désespoir profond, lui demandant s'il savait ce que les gens disaient de cette femme maudite, affirmant avec peur que tous les hommes qui s'approchaient d'elle finissaient par être frappés de malchance terrible, de maladie soudaine ou de mort violente. Maverick se dégagea doucement mais fermement de l'emprise de Sam en répondant d'une voix calme que ce n'était que des histoires sans fondement, des contes pour effrayer les enfants et les ignorants. Un autre homme du groupe, le visage sombre et sérieux, intervint alors pour raconter qu'il y a 3 ans, un commerçant prospère et riche avait tenté de faire des affaires avec les Apaches et s'était approché trop près de cette femme voilée, et qu'une semaine plus tard, sans aucune raison apparente, sa charrette s'était renversée dans un ravin profond et qu'il avait perdu toute sa marchandise précieuse et failli y laisser la vie dans d'atroces souffrances. Maverick répondit calmement, sans se laisser impressionner, que c'était une simple coïncidence malheureuse, un accident comme il en arrive tant. Un troisième homme ajouta avec une conviction inébranlable qu'un chasseur expérimenté et habile l'avait vu par hasard près de la rivière alors qu'elle lavait son voile et s'était cassé une jambe le lendemain en chassant, une fracture nette qui l'avait empêché de travailler pendant des mois entiers, le ruinant. Maverick regarda ces hommes superstitieux, effrayés par des ombres, des coïncidences et des contes de vieilles femmes, et déclara fermement, le regard droit, qu'il ne croyait pas aux malédictions ni au mauvais œil, mais seulement aux actes et à l'honneur. Sam s'approcha de nouveau, baissant la voix sur un ton confidentiel et amical, presque fraternel, pour lui dire qu'il le connaissait comme un bon gars, un travailleur honnête et solide, et qu'il méritait mieux que cela, beaucoup mieux que de se marier avec une femme qu'il n'avait jamais vue et que même son propre père, le grand chef, qualifiait de laide et de repoussante. Maverick expliqua avec une patience infinie que les terres qu'on lui donnerait en échange étaient bonnes, vastes, bien irriguées et fertiles, et que c'était son unique et dernière chance d'avoir enfin quelque chose à lui après tant d'années de misère et de servitude. Sam insista lourdement, avec désespoir, disant qu'il y avait d'autres terres et d'autres opportunités ailleurs dans l'Ouest sauvage, proposant qu'ils partent chercher du travail ensemble dans d'autres ranchs qui avaient besoin de bons vaqueros, promettant une vie libre et sans attache. Pendant un bref instant de doute vertigineux, Maverick hésita, regardant autour du village poussiéreux, les maisons de bois délabrées, les gens qui l'observaient avec un mélange insupportable de pitié et de moquerie, et le ciel bleu infini et libre au-dessus des montagnes distantes, se demandant s'il commettait une terrible erreur qui gâcherait sa vie à jamais. Mais soudain, il se souvint avec force de l'image de la silhouette solitaire au voile blanc observant depuis les ombres du campement, il se souvint des paroles poignantes et vibrantes de Lobo Negro disant que sa fille méritait une chance d'être aimée et respectée, et surtout, il se souvint de toutes ces années vides passées à errer sans but, sans endroit où appartenir, flottant comme une feuille portée par le vent. Il déclara finalement avec une résolution inébranlable et froide qu'il avait donné sa parole sacrée et que la cérémonie aurait lieu dans 2 jours comme prévu, quoi qu'il arrive. Sam poussa un profond soupir de frustration et de défaite et demanda s'il n'y avait rien, absolument rien, qu'il puisse dire pour le faire changer d'avis, ce à quoi Maverick répondit par un non ferme et définitif. Les hommes se dispersèrent en secouant la tête avec désapprobation, le laissant à son triste sort de maudit, mais Sam resta un moment de plus, le visage devenant soudainement sérieux et sobre, les yeux brillants, pour lui dire que s'il allait vraiment faire cela, il devait au moins être prudent, très prudent, car les Apaches étaient un peuple fier, guerrier et susceptible qui ne pardonnait pas facilement les offenses à leur tradition séculaire. Il ajouta ensuite quelque chose qui surprit Maverick par sa sagesse inattendue et sa gentillesse cachée, il lui dit que si cette femme était aussi laide qu'on le disait, il devait quand même la traiter bien et avec gentillesse, car personne, absolument personne sur cette terre, ne méritait d'être rejeté toute sa vie pour son apparence ou son malheur. Ces paroles simples mais puissantes, venant de Sam qui essayait de le dissuader l'instant d'avant, sonnèrent profondément sincères et touchantes au cœur de Maverick. Il promit solennellement qu'il le ferait, et Sam lui donna une tape amicale et appuyée sur l'épaule en lui souhaitant bonne chance, disant d'un ton grave qu'il en aurait grandement besoin. Quand Sam partit en titubant vers le saloon pour noyer son inquiétude, Maverick resta seul dans la rue déserte alors que le soleil commençait à baisser et que les ombres s'allongeaient sur la terre battue. Il vit une vieille femme ridée à une fenêtre qui l'observait tristement en faisant un signe de croix, comme s'il était déjà une âme perdue et damnée. Il monta sur son cheval fidèle et entama le chemin du retour vers le campement Apache, le sentier serpentant dangereusement entre les roches rouges sculptées par le vent millénaire et les cactus épineux aux bras tendus vers le ciel point tout en chevauchant dans le silence méditatif du désert, il réfléchit à tout ce qu'il avait entendu, les malédictions ridicules, les avertissements sombres, les superstitions archaïques,
Mais il réalisa avec une clarté soudaine qu'il y avait une chose fondamentale. Que personne ne mentionnait jamais, personne ne demandait ce que ressentait Pajaro de Plata, personne ne se demandait ce que c'était que de vivre caché comme une lépreuse derrière un voile étouffant, rejetée par tous, traitée de laide et de monstre par des gens qui ne la connaissaient même pas et ne l'avaient jamais vue de leurs propres yeux. Quand Maverick arriva enfin au campement alors que le soleil touchait les sommets des montagnes pourpres, les feux étaient déjà allumés et l'odeur alléchante de la viande rôtie et des épices emplissait l'air frais et pur du soir. Les enfants jouaient joyeusement entre les tentes, leur rire cristallin et innocent contrastant avec la gravité de la situation, et là, exactement au même endroit que la veille, comme une sentinelle éternelle, se trouvait la figure au voile blanc, Pajaro de Plata, immobile, silencieuse et mystérieuse, observant son retour comme si elle l'avait attendu toute la journée avec anxiété. Maverick descendit de cheval, épuisé mais déterminé, et marcha lentement vers elle, s'arrêtant respectueusement à quelques mètres pour ne pas l'effrayer et lui laisser son espace, et lui dit simplement bonjour d'une voix douce et rassurante. Elle ne répondit pas et ne bougea pas, restant figée comme une biche alerte. Maverick continua en disant qu'il savait qu'elle ne voulait probablement pas lui parler, et que c'était bien ainsi, qu'il comprenait sa réserve, mais qu'il voulait juste qu'elle sache qu'il se marierait dans 2 jours et qu'il promettait solennellement sur son honneur et sa vie de la traiter avec tout le respect et la dignité qu'elle méritait. Le voile bougea légèrement sous la brise du soir, et pendant un long moment de silence tendu qui sembla durer une éternité, rien ne se passa. Puis, de manière presque imperceptible, un mouvement si léger qu'il aurait pu être une illusion d'optique, elle hocha la tête. C'était leur toute première communication, petite, silencieuse, fragile, mais incroyablement significative et lourde de sens pour eux deux, un premier pont jeté entre 2 mondes. Maverick retourna à sa tente avec une sensation étrange et chaleureuse dans la poitrine, un mélange d'espoir et de fatalisme, sachant que dans 2 jours le voile se lèverait et que, quoi qu'il trouve dessous, beauté ou horreur, il n'y aurait plus de marche arrière possible, son destin était désormais scellé à jamais. La nuit avant la cérémonie, le campement Apache bourdonnait d'une activité intense et joyeuse, les femmes s'affairaient à préparer des plats spéciaux épicés et abondants, les hommes accordaient leurs tambours en peau tendus près du feu et les enfants couraient d'une tente à l'autre, excités par l'événement à venir et la fête promise. Un mariage était une chose importante, sacrée et festive pour la tribu, un moment de communion, même si celui-ci était inhabituel et entouré de mystères et de rumeurs. Maverick ne pouvait pas trouver le sommeil, il avait essayé de fermer les yeux pendant des heures sur sa couche de fourrure, mais son esprit ne cessait de tourner en rond, obsédé par l'idée vertigineuse et terrifiante que demain il épouserait une femme qu'il n'avait jamais vue et que sa vie changerait à jamais sans retour possible. Il décida de sortir pour marcher un peu et calmer ses nerfs à vif sous la voûte céleste. La nuit du désert était froide, silencieuse et limpide, les étoiles brillaient avec une intensité incroyable et hypnotique comme des milliers de diamants éparpillés sur un velours noir profond, et les feux de camp s'étaient réduits à des braises rouges palpitantes qui ressemblaient à des cœurs battants et chauds dans l'obscurité enveloppante. Et elle se dirigea vers l'enclos des chevaux, car la tribu possédait des animaux magnifiques, des mustangs sauvages domptés avec une patience infinie et un respect profond pour leur esprit libre, plus précieux pour eux que tout l'or des montagnes ou l'argent des villes. Maverick s'appuya contre la clôture improvisée en bois brut et regarda les animaux dormir paisiblement, notant avec satisfaction que son propre cheval était là, mêlé aux autres et semblant s'être bien adapté à sa nouvelle vie parmi ses frères sauvages. C'est alors, dans le silence presque religieux de la nuit, qu'il entendit un bruit suspect, un craquement doux, sec, presque imperceptible, le genre de son étouffé que fait quelqu'un qui essaie de se déplacer en silence mais échoue par maladresse ou précipitation. Maverick se tendit instantanément, tous ses sens en alerte maximale, affûtant son ouïe comme un animal traqué. Le bruit se répéta, venant de la partie arrière du corral où l'obscurité était la plus profonde, la plus dense et la plus menaçante. Il se déplaça sans faire le moindre bruit, collant aux ombres, ses années d'expérience comme cow-boy solitaire et tracker lui ayant appris à se mouvoir aussi silencieusement que les prédateurs nocturnes, le loup ou le puma. Lentement, patiemment, il s'approcha en retenant son souffle et les vit enfin, 3 silhouettes accroupies près de la clôture travaillaient fiévreusement et hâtivement à couper les cordes de cuir solide et tressées qui maintenaient les chevaux enfermés. Ils portaient des chapeaux à larges bords rabattus et des foulards sales couvrant leur visage pour ne pas être reconnus. Des voleurs de chevaux, la pire espèce de criminels dans l'Ouest, des hommes sans honneur qui volaient la vie des autres. Le cœur de Maverick commença à battre plus vite, pompant l'adrénaline chaude dans ses veines. Il savait qu'il devait agir rapidement mais intelligemment, car s'il criait pour alerter le camp endormi, les voleurs pourraient s'enfuir dans la confusion et disparaître dans le désert infini avec leur butin. Mais s'il tentait de les arrêter seuls, c'était un combat inégal et dangereux de 3 contre 1. Il prit une décision rapide et courageuse, se baissa et ramassa des pierres au sol, des pierres lisses,
lourde et d'une taille parfaite pour être lancée avec force et précision. Il se déplaça ensuite en un large arc de cercle pour se positionner stratégiquement derrière les voleurs et leur souhaita une bonne nuit à voix haute, claire et ironique. Les trois hommes se retournèrent brusquement, surpris en flagrant délit, et Maverick put voir la peur et la surprise briller dans leurs yeux au-dessus de leur masque de fortune. L'un d'eux grogna d'une voix rauque et menaçante en demandant qui diable il était, ce à quoi Maverick répondit calmement, avec un sang-froid glacial et une assurance déconcertante, qu'il était quelqu'un qui avait un sérieux problème personnel avec les voleurs. Le plus grand des trois, un colosse aux épaules larges, fit un pas menaçant en avant et lui ordonna de partir immédiatement, disant que ce n'était pas son problème et qu'il ferait mieux de ne pas se mêler de ça s'il tenait à la vie, mais Maverick rétorqua que si, c'était son problème, car ses chevaux appartenaient à sa future famille et qu'il devait les protéger comme les siens. Les voleurs échangèrent des regards complices et moqueurs, puis le grand se mit à rire méchamment en se moquant du fait qu'il allait épouser une indienne, crachant par terre avec mépris et racisme. Maverick répondit simplement oui, et qu'il n'allait pas laisser voler le jour de son mariage. Le voleur traita Maverick d'imbécile suicidaire et se lança vers lui pour l'attaquer avec une rage aveugle. Maverick était prêt, ses muscles tendus, il esquiva habilement le premier coup violent qui visait sa tête et lança une de ses pierres avec une précision mortelle, frappant le voleur à la tempe et le faisant tituber en arrière, sonné et désorienté. Le deuxième voleur courut vers lui pour l'aider, mais Maverick pivota avec une agilité surprenante et le frappa violemment avec le coude dans l'estomac, pliant l'homme en deux avec un gémissement de douleur étouffé, le souffle coupé. Le troisième voleur, plus mince, plus rapide et visiblement plus intelligent que les autres, resta en retrait pour évaluer la situation, notant qu'ils étaient maintenant deux valides contre un combattant déterminé. Mais le grand voleur, ayant récupéré du coup de pierre, chargea de nouveau comme un taureau furieux et aveugle, rugissant de colère. Maverick attendit jusqu'à la dernière fraction de seconde avant de s'écarter avec souplesse, laissant le voleur percuter de plein fouet son compagnon plus mince, et les deux tombèrent au sol dans un enchevêtrement comique, douloureux et poussiéreux de bras et de jambes. Le deuxième voleur, celui qui avait reçu le coup de coude, tenta de se relever péniblement, mais Maverick le repoussa au sol avec force et lui arracha son masque, révélant son visage terrifié et pâle. Il cria enfin de toutes ses forces pour appeler les gardes, hurlant dans la nuit qu'il y avait des voleurs dans le corral. Les tentes commencèrent à s'illuminer une à une comme des lucioles, des voix confuses et endormies remplirent la nuit et les guerriers apaches sortirent en courant, certains à moitié vêtus, d'autres déjà armés de lances et d'arcs, prêts au combat. Les trois voleurs, paniqués, tentèrent désespérément de se relever pour s'échapper, mais il était trop tard, les guerriers les encerclèrent en quelques secondes, formant un mur impénétrable et menaçant. Le grand voleur tenta encore de résister, mais trois lances pointées directement sur sa gorge le firent reconsidérer ses options et il leva les mains en signe de reddition totale. Lobo Negro arriva quelques instants plus tard, une lourde couverture sur les épaules pour se protéger du froid nocturne, et évalua rapidement la scène avec son regard perçant de chef, demandant d'une voix calme mais autoritaire ce qui s'était passé. Maverick, essoufflé et couvert de poussière, montra les trois hommes au sol et expliqua qu'il tentait de voler les chevaux et qu'il les avait trouvés en train de couper les cordes pour ouvrir l'enclos et s'enfuir. Le chef regarda les voleurs avec un mépris froid, puis Maverick, puis de nouveau les voleurs avec une expression illisible, demandant avec incrédulité s'il les avait arrêtés tout seuls, 1 contre 3. Maverick confirma modestement, sans vantardise. Un jeune guerrier vérifia les cordes du corral et confirma au chef qu'elles étaient bien coupées, prouvant les dires de l'étranger. Lobo Negro s'approcha de Maverick, l'étudia en silence pendant un long moment, scrutant son visage à la recherche de la vérité, puis, de manière surprenante et solennelle, posa une main lourde et chaude sur son épaule en déclarant devant tous qu'il avait sauvé leurs chevaux, leur richesse la plus précieuse, et l'orgueil de la tribu tout entière. Maverick répondit simplement qu'il n'avait fait que ce qui était juste, mais le chef insista en disant que beaucoup d'hommes n'auraient pas risqué leur vie pour des chevaux qui ne leur appartenaient pas encore, et sa voix portait un nouveau ton de respect profond, sincère et admiratif. Les guerriers autour murmuraient entre eux des mots d'approbation comme courageux, fort, loyal et digne. Un des anciens, au visage couvert de rides profondes comme les canyons du désert, s'approcha et parla en apache à Lobo Negro, qui traduisit que l'esprit de l'aigle sage disait que les ancêtres avaient guidé Maverick cette nuit-là et qu'il était digne de rejoindre leur famille sacrée. Maverick ne savait pas quoi dire, se sentant humble et honoré car il n'avait fait que protéger ce qui devait l'être. Parmi faurul resembli, a ele percot un silhuete familiar, l'ovoil blanc de pejara de plata brillert à la lumer versilern teta uringi de taurkis, el observat la sindi puis liombri, et biuil ni put voir son visarch, a el sentit que sa posterinitate plus aur sirigete na distanti, mai sempre intediu ne certa admirazione et più tietri de gratitudi.
Les gerirse minrent les voliurs sens menrchemrent paur les escaurter haurs duter toi avec libertissement clair et trefirn deneger meri venir supine de mort immediati et dulrus. Lo kempmrnt retrovalentement son culm, mais sculc chaser veit fondamentalement et reversiblement change dan liaer et dan les sioers. Quant maivric ritaurna aes atente paur finire sanut, les gerirs skilio croissairnt hachaent la tete avec respitst, les infants le regardaent avec deux rans d'admiration cami sileit en heros de legendiet les fems saurirnt timidiment. A el nitait plus simplement lietrangervenu и презир ля фи режертей par интересу дисес паур, a el etei disaurmeis lhom mikiritcha kerveit prategil attribu et sies biens. Avant d'entrer dans sa tente, a el regarda un foi de plus vers liendre to siota attenio pejara de plata, mais selveit disparu cami un fantomi dan la nut. Lo lendermein sreit la sermani, lo voil se livreit en fan, mais chitnuitla, maivrica seveitu ilrveit gegni kulk chazei debi plus prishu, debi plus durbrul kudeteris, a elrveit gegni lo respitstet la confirns diun puprul fir et endrmptrbrul. Lo solil duker poskrul paineit lo dessert de couleurs orange, rouge, violet et pour premegen frkis laursku la sermanica ermencher en fine, transformant lo pisage erit ien un paint revivrant et dervine. Maivric sitine dibauorteius inter du campmrnt, partant un chimisini uvei keiti eu velic, lo sioer bitrantese fartetese vitidan sa poatrinu ileiteit sur cutaurt lo mont paet lintendre cami un tember degar. Le attribuenter, hams, fems, insurance et infants, siotai triunien un grand cercle lauter du grand fissermanirl kikrpitiet joesmrnt, les tembers rizernin diun ritm constant, profant, vibrant et hypnotic kissimbleit meiner de la terra yelimimi, et les fems chantarnt en apache, ler svaich iges et melodiuše sielevant vers le sirl cami de aesa prinernt ler invrl vers les spritz. Laba negra sitinit face amaivric, vietu de sis plus bohebits de sermanii and suir blanc emacul, de plums de gleroil aurnante sis civeu et de paintur secris complexis dikrant son visarch nabrel et fir. A el prățlama их atrет puisanti paur cutaur sentindrant, iusui uhitials, uiort hui un etrenger devrnet un mimberer de la fermil, un frăr de sânc, car maivric revei dimon triduchirici, de la laiutia del honio retetei digni de sigaindrei aiu paur tujaurs. Les gerirs freprint le sol avec les mânches de lers lentizien signedi probatian bruant, crent un son saurt et ritm qui fit trembler le sol. Tiest alrs, dans si moment de tension extremă diatenti, uel le apparut, păjara de plată marchei lentament et dignimrânt entre les tintis, escaurti par du fem sergis respitsteies, le voil blanc couvrent chaque partie de soneter, de la tete upiți, flatent autre de licami un aur mystic et impenetrable. El si deplățeit avec un grei sinie et flight, mais maivric paet sentir e să nervasiti pel pabră la chaque pas hezertrant uel le fizie vers lui. Lo campmrnt tambadan un silence respitstuiuh, total et absolu, e seols les tembers continuent ler ritm lancinrant cami un betmrnt de seo argent. El si arătă devant maivric apaina un metri de distanță, et citait la primer foiu il se tairnte se proces liun de lieutri, a el paet voir le voil baurger ligeremente u ritm de sa respiration rapide et secedi. Lobo Negro leva les mains au ciel, invoquant les esprits des ancêtres, le soleil couchant et la terre nourricière comme témoins éternels et sacrés, souhaitant que cette union apporte des bénédictions, la paix et la prospérité aux deux époux. Une des anciennes s'approcha avec un bol en argile fumant contenant des herbes sacrées et de la sauge qui remplirent l'air d'un arôme doux, piquant et terreux, passant la fumée purificatrice autour de Maverick pour chasser les mauvais esprits et les doutes, puis autour de Pajaro de Plata. Une autre ancienne s'approcha et attacha une corde tressée rouge au poignet de Maverick, puis fit de même avec celui de Pajaro de Plata, les connectant symboliquement et physiquement par ce lien indéfectible. Lobo Negro déclara solennellement que ce qui était uni ici par les esprits et la volonté ne pouvait être séparé par les hommes. Les tambours accélérèrent leur rythme, devenant plus intense et frénétique, les femmes chantèrent plus fort avec ferveur et passion, et le feu crépita en envoyant des milliers d'étincelles dorées vers le ciel qui s'assombrissait rapidement, annonçant la nuit. Puis vint le moment tant attendu, le point culminant de toute cette histoire, l'instant de vérité. Lobo Negro regarda sa fille, et pour la première fois, Maverick vit une émotion réelle, brute et intense sur le visage du chef impassible, ses yeux brillants non pas de dureté mais de quelque chose de plus doux, de plus humain et vulnérable, peut-être de l'amour paternel infini ou un immense soulagement de voir ce jour arriver. Il dit doucement, d'une voix presque brisée, que le moment était venu et que le voile devait être levé pour révéler la vérité cachée depuis si longtemps.
Le silence qui suivit fut absolu, lourd, presque palpable et étouffant, même les tambours s'arrêtèrent net, 200 personnes retenaient leur souffle dans l'attente du choc. Lobo Negro s'approcha de sa fille et plaça gentiment ses mains rugueuses et protectrices sur les bords du voile délicat. Maverick sentit son estomac se nouer violemment, la peur et l'excitation se mélangeant, se demandant avec angoisse ce qu'il allait voir, une femme déformée par la maladie, des cicatrices horribles de brûlures, un visage de cauchemar. Pourquoi toute la tribu l'avait-elle rejeté avec tant de cruauté et de persistance? Le chef commença à lever le voile lentement, centimètre par centimètre, prolongeant le suspense insoutenable. D'abord apparurent des pieds nus et délicats, puis des jambes fines couvertes d'une robe en peau de daim magnifiquement décorée de perles colorées, puis des mains fines aux longs doigts élégants. Le voile montait encore, révélant un cou mince et élégant, puis un menton fin et parfait, et enfin, dans un mouvement fluide et théâtral, le voile tomba complètement sur le sol poussiéreux. Maverick oublia comment respirer, le temps s'arrêta, son cœur cessa de battre un instant. Pajaro de Plata était absolument, incontestablement, incroyablement belle, d'une beauté à couper le souffle. Elle n'était pas juste jolie selon les standards habituels, elle était extraordinaire, divine, avec des pommettes hautes et délicates, une peau lisse et dorée, des lèvres parfaitement formées et un nez droit et noble. Mais ce qui captiva réellement, instantanément et totalement Maverick, ce furent ses yeux, des yeux qui semblaient contenir l'univers entier et ses mystères. Ils étaient différents, uniques, une anomalie magnifique. L'un était d'un marron profond, chaud, rassurant et terrien comme la terre fertile après la pluie d'été, l'autre était d'un bleu clair, perçant, glacé et brillant comme le ciel d'été à midi ou l'eau pure des montagnes. Des yeux de deux couleurs différentes, une merveille rare de la nature. Maverick avait entendu parler de l'hétérochromie dans les livres et les histoires de voyageurs, mais n'avait jamais vu cela de ses propres yeux, et certainement pas avec une telle intensité et une telle beauté. Le campement explosa en murmures stupéfaits, certains guerriers semblaient confus et se grattaient la tête, ne comprenant pas, les femmes chuchotaient avec excitation et admiration, les enfants montraient du doigt avec émerveillement. Mais Maverick ne pouvait détacher son regard, non pas par horreur comme elle le craignait depuis toujours, mais par pur émerveillement et fascination amoureuse. Pajaro de Plata le regardait directement, tremblante comme une feuille, et dans ses yeux disparates, il y avait de la peur pure, la peur viscérale d'être rejetée une fois de plus, la peur de voir du dégoût ou de la moquerie sur le visage de son époux, comme elle l'avait vu sur tant d'autres. Mais Maverick ne ressentait aucun dégoût, bien au contraire, il était subjugué, conquis. Il lui dit à voix basse, juste pour elle, dans un murmure intime, qu'elle était belle, la plus belle femme qu'il ait jamais vue de toute sa vie. Les yeux de Pajaro de Plata s'agrandirent de surprise, comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle entendait, comme si c'était la première fois qu'on lui disait cela sans arrière-pensée. Maverick chercha les mots justes dans son cœur et lui dit avec poésie que ses yeux étaient uniques, magiques, comme l'aube et le crépuscule réunis dans un même regard, le jour et la nuit en harmonie. Une larme cristalline roula sur la joue de la jeune femme, puis une autre, traçant un chemin sur sa peau, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement immense et de joie pure. Lobo Negro prit alors la parole, sa voix résonnant avec force et autorité sur le campement silencieux, expliquant à son peuple attentif que sa fille était née avec cette différence rare et que certains dans la tribu, par ignorance et superstition, avaient vu cela comme une malédiction, disant que les esprits étaient confus ou en colère. Il avoua publiquement, avec une honnêteté brutale, qu'il l'avait appelée laide et cachée derrière un voile non pas parce qu'elle l'était, mais pour la protéger du monde extérieur cruel, car il savait que des hommes viendraient de l'extérieur, des hommes cupides et sans scrupules qui verraient sa beauté exotique et voudraient la prendre pour de mauvaises raisons, pour en faire un trophée ou un objet de curiosité, sans jamais voir son cœur pur et son âme. Le campement écoutait dans un silence total, absorbant la sagesse et la stratégie du chef. Il expliqua qu'il avait besoin de trouver un homme spécial, un homme rare, qui accepterait de l'épouser sans savoir à quoi elle ressemblait, un homme qui verrait au-delà de l'apparence superficielle, un homme d'honneur, de courage et de cœur. Il regarda directement Maverick dans les yeux en disant avec fierté et reconnaissance qu'il avait trouvé cet homme. Maverick sentit le poids de ces mots et l'honneur immense qui lui était fait, comprenant soudain avec clarté que tout avait été une épreuve soigneusement orchestrée, l'ultimatum brutal, les rumeurs cruelles de laideur, le voile mystérieux, les mises en garde, tout était conçu pour trouver quelqu'un qui accepterait Pajaro de Plata pour qui elle était vraiment, pour son âme et non pour son visage. Pajaro de Plata fit un petit pas hésitant vers lui et demanda d'une voix tremblante, douce comme le vent dans les feuilles, si ses yeux ne le dérangeaient vraiment pas. Maverick prit sa main gentiment dans la sienne, sentant sa chaleur, et répondit avec une sincérité désarmante que ses yeux étaient la chose la plus belle, la plus fascinante et la plus précieuse qu'il ait jamais vue de sa vie. Elle sourit alors,
un sourire timide, fragile, naissant, comme si elle n'avait pas l'habitude de sourire, mais cela illumina son visage comme le soleil levant après une longue nuit sombre. Les tambours recommencèrent à battre joyeusement, un rythme de fête effréné, les femmes chantèrent des chants de célébration et de joie, et Lobo Negro déclara officiellement que la cérémonie était complète et qu'ils étaient désormais mari et femme devant les esprits et les hommes, liés pour l'éternité. La célébration continua tard dans la nuit étoilée, avec des danses, des rires et des festins, mais Maverick pouvait à peine se concentrer sur la fête, la musique et les danses tourbillonnantes, son esprit traitant encore tout ce qui s'était passé et la chance incroyable qu'il avait. Pájaro de Plata était assise à ses côtés, sans voile pour la première fois en public depuis 5 ans, ses longs cheveux noirs tombant librement et magnifiquement sur ses épaules. Elle baissait encore le regard par réflexe quand quelqu'un passait près d'eux, par habitude ancrée de se cacher et de se faire petite. Maverick lui dit doucement, en lui touchant le bras avec tendresse, qu'elle n'avait plus jamais à se cacher, qu'elle était libre. Elle lui expliqua, la voix chargée d'émotion, que c'était difficile de changer car pendant 5 longues et douloureuses années, ce voile avait été sa protection, son bouclier contre le monde et son univers entier. Elle raconta avec émotion comment, à ses 15 ans, des hommes blancs étaient venus au camp, offrant des chevaux, des armes ou de l'or pour l'acheter à son père, ne voulant la posséder que comme un objet rare et précieux, une curiosité, ce qui avait poussé son père, furieux et protecteur, à inventer ce mensonge terrible sur sa laideur pour la soustraire au regard convoiteur. Elle avoua qu'avec le temps et la solitude, elle avait commencé à croire elle-même aux mensonges répétés, pensant qu'elle était vraiment un monstre indigne d'amour et de regard. Maverick insista avec douceur et conviction sur le fait que ses yeux étaient spéciaux, un don et non une tare. Elle sourit tristement en disant que sa mère, morte 3 ans plus tôt, disait la même chose, qu'elle était un cadeau précieux des esprits capables de voir des choses que les autres ne voyaient pas, capables de voir la vérité cachée dans le cœur des gens. Elle regarda Maverick profondément et lui dit qu'elle avait vu que son cœur était bon, pur et honnête dès le premier moment où il était arrivé au camp, épuisé et poussiéreux. À cet instant magique, Flor de Luna, la vieille guérisseuse respectée et crainte de la tribu, gardienne des secrets, s'approcha d'eux en s'appuyant sur son bâton noueux orné de plumes. Elle expliqua à Maverick, dans un espagnol marqué par l'âge et l'accent, que les yeux de 2 couleurs étaient la marque sacrée des élus, que dans les légendes et histoires anciennes de leur peuple, seuls les grands leaders spirituels et les chamans puissants naissaient ainsi, capables de voir le passé d'un œil et le futur de l'autre, marchant entre 2 mondes, celui des vivants et celui des esprits. Elle révéla que Lobo Negro avait caché cette vérité mystique pour protéger sa fille de ceux qui voudraient exploiter ses dons puissants à des fins égoïstes ou maléfiques. Elle dit à Maverick qu'il avait réussi l'épreuve ultime et difficile en acceptant de se marier sans voir son visage et en protégeant les chevaux sans attendre de récompense, prouvant sa valeur et sa noblesse d'âme. Elle ajouta mystérieusement, avec un clin d'œil complice, que leur chemin était destiné à se croiser depuis toujours, car elle avait vu en rêve, il y a 3 lunes, un homme au chapeau arrivant de l'Est pour apporter guérison, changement et équilibre à la tribu. La vieille femme s'éloigna lentement dans l'obscurité, les laissant seuls dans leur bulle d'intimité. Le silence entre eux était confortable, apaisant et plein de promesses au milieu de la fête bruyante. Pájaro de Plata demanda d'une voix douce s'il avait peur d'être marié à quelqu'un de si différent, de si étrange. Maverick réfléchit un instant et répondit qu'il avait passé sa vie entière à se sentir différent, isolé, seul et sans foyer, donc il n'avait pas peur, au contraire, il pensait qu'ils se comprenaient parfaitement car ils étaient 2 âmes solitaires qui s'étaient enfin trouvées dans ce vaste monde. Elle lui dit, les yeux brillants d'espoir, que son père lui donnerait les terres promises près de la rivière pour y construire une maison, et qu'elle voulait vivre là-bas, libre, où elle pourrait être elle-même, sans voile, sans mensonge, avec quelqu'un qui la voyait vraiment pour ce qu'elle était. Lobo Negro revint vers eux, le visage rayonnant d'un bonheur rare et sincère, pour remercier Maverick d'avoir donné à sa fille la liberté qu'il n'avait pu lui offrir pendant 5 ans, admettant avec humilité qu'il avait cru la protéger mais qu'il l'avait en réalité mise en cage comme un oiseau précieux. Pájaro de Plata se leva et embrassa son père avec tendresse et pardon, lui disant qu'il avait fait ce qu'il croyait juste par amour paternel et qu'il lui avait finalement amené l'homme qu'il fallait, l'homme attendu. Le chef donna sa bénédiction paternelle et officielle pour les terres et retourna à la fête pour célébrer cette union bénie. Sous les étoiles brillantes et éternelles du désert, Maverick réfléchit au long chemin tortueux et difficile qu'il avait amené ici, à sa solitude passée, à ses errances sans fin, et réalisa avec une clarté fulgurante qu'il avait trouvé bien plus que de la simple terre, il avait trouvé un foyer chaleureux, une famille aimante et quelqu'un qui le voyait tel qu'il était vraiment, sans masque. Pájaro de Plata posa sa tête sur son épaule solide, et quand il lui murmura qu'il avait trouvé un trésor inestimable, elle répondit en souriant qu'elle aussi avait trouvé le sien. Et en ce moment parfait, alors que la nuit enveloppait le désert de sa douceur,
Maverick sut au plus profond de son âme qu'il avait pris la bonne décision et que l'ultimatum terrifiant du chef Apache n'avait pas été une malédiction, mais le début inespéré d'une vie magnifique, heureuse et remplie d'amour.